Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est dit et ce qui a été posté sur X ou Truth Social, peu importe si la Chine est fâchée avec Trump ou si Trump est fâché avec la Russie ou l'Ukraine ou le Botswana, peu importe si Tesla vend moins de voitures parce qu'il n'y a plus de crédit d'impôt, peu importe si la France a vu son rating downgradé ou placé sur perspective négative parce que le pays est instable et que son gouvernement est complètement peu importe si le private credit commence à sentir aussi mauvais que la source d'eau d'où est extrait le Perrier, peu importe si l'or peut perdre 6% en une séance ou si on peut shorter le bitcoin en étant insider sans se faire poursuivre par la SEC, et peu importe si les mêmes stocks sont de retour, alors même que les Américains ne se sont jamais autant endettés pour acheter des actions. Peu importe. Ce qui compte surtout, c'est que l'inflation est moins pire que prévu et que mercredi prochain, la Fed, elle va baisser les taux. Ce bon vieil argument qui fait encore monter le marché, encore et encore depuis des années. Pour la 86e fois depuis 2 ans, on termine la semaine en hausse en se basant sur le fait qu'on va baisser les taux. Mais ça marche toujours comme si c'était la première fois. Et cette fois, en plus, ce vendredi 24 octobre 2025, le S&P 500, le Nasdaq 100, le Nasdaq Composite et le SOX ont, sans aucune exception, terminé au plus haut de tous les temps. Peu importe si le shutdown américain approche des 30 jours et peu importe si les fonctionnaires américains sont à la soupe populaire parce qu'ils sont plus payés et que le PIB perd 0,2% de croissance par semaine de shutdown, ça va bien se passer. Après tout, ça ne coûte que 15 milliards par semaine. Et après tout, la dette US n'est qu'à 38 000 milliards de dollars. 38 000 milliards de dollars, ramenés en billets de 100 dollars, c'est 380 Airbus A380 chargés à bloc et empilés. C'est 100 fois la distance Terre-Lune. Mais peu importe, peu importe. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 25 octobre 2025. Je suis Thomas Veillet, le CPI est moins pire et tout va bien. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Si l'on ne doit retenir que 2 choses de la semaine qui vient de se terminer, c'est le fait que le marché ne se base plus que sur une seule chose, les messages de Trump sur les réseaux sociaux. Cette semaine, il nous a fait des multiples allers-retours, comme toutes les semaines. Il menace toujours la Chine de tarifs de 100%, si pas d'accord. Il dit pouvoir faire un super deal avec Xi, rencontre prévue le 30 octobre. Il oscille entre menaces et réchauffement avec Pékin, chaud-froid constant. Il annonce sa tournée asiatique, Malaisie, Japon, Corée, pour sécuriser des deals comme une rockstar. Il stoppe toute négociation sur les tarifs avec le Canada à cause d'une pub sur Ronald Reagan. Il traite même la pub canadienne comme une ingérence et menace de riposter. Il prône les tarifs comme un outil de souveraineté. Il défend et assume le shutdown et se fout de l'aspect économique. Il durcit le ton contre la Russie, sanctions et pression sur l'énergie. Il évoque l'idée que l'État prenne des participations dans le quantum computing et puis il tourne à veste. Il dit qu'en fait, non. Il vante la réindustrialisation américaine, terres rares, chaîne d'approvisionnement et protège les emplois. Il signe des accords sur les terres rares avec l'Australie mais ne leur fait pas de cadeaux sur les tarifs. Il vante le fait que l'Inde serait à 2 doigts de signer un accord de 15% au lieu des 50% sur les tarifs. Et il n'a même pas parlé de la Suisse qui est toujours à 39% et qui est toujours prise en otage depuis le 1er août. En résumé, Trump est devenu le facteur X de volatilité mondiale. On savait qu'il était imprévisible, mais là, même le VIX commence à se faire des cauchemars avec des cheveux orange un peu partout. Un jour, Trump menace la Chine de tarifs à 60%. Le lendemain, il parle d'un deal fabuleux avec Xi. Entre deux, il explique que Poutine est un type mal compris et il annonce une sanction contre l'Iran avant de dire qu'il n'a jamais dit ça. Le marché, lui, n'a plus de repères. C'est devenu une espèce de salle de marché sous amphétamine où chaque post sur Truth Social déclenche un mini crash algorithmique. On n'a plus de géopolitique, on a du Trump training, on n'a plus de S&P 500, mais on a un Trump 500. Aujourd'hui, vous pouvez faire de l'analyse technique depuis 50 ans, vous pouvez avoir un doctorat en économie depuis 50 ans, 40 ans d'expérience sur les marchés boursiers, un programme de trading algorithmique qui a été backtesté sur les 1000 dernières années. Si vous n'avez pas de compte sur X et Truth Social pour suivre Donald Trump, vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Dans les autres sujets qui sont passés à l'as et dont on ne parle déjà plus, on se souviendra quand même que Jamie Dimon nous a quand même parlé de cafards dans le private credit. Alors je sais bien que tout le monde s'en fout, mais il y a des défauts en série, des pertes qui s'accumulent chez UBS, chez Jefferies, chez Zions et les cadors du private equity, CVC, EQT, Partners Group qui se font massacrer. On découvre que derrière les beaux PowerPoint de rendement non corrélés, il y a juste du crédit poubelle empaqueté façon 2008, sauf que cette fois, c'est pas dans les banques, c'est
c'est dans l'ombre, le shadow banking, et dans l'ombre, on ne voit pas venir les cafards avant qu'ils soient partout. Le private credit, c'est la nouvelle bulle subprime, sauf qu'elle n'est pas régulée, qu'elle est mondiale et qu'elle explose lentement. Et qu'on n'aime pas trop en parler non plus parce que, tu vois, la Fed, elle va quand même baisser les taux. Puis l'or s'est effondré, la valeur refuge des valeurs refuge nous a fait moins 5,7% en une seule séance, la plus grosse chute en dollars de l'histoire, les gold bugs ont crié au complot, les bears ont sabré champagne, en vrai, on a juste effacé 8 jours de hausse. Mais symboliquement, c'est un uppercut, le dernier actif censé être solide vacille pile au moment où tout le reste commence à trembler et où tout le monde doute. Mais ça va bien se passer parce que la Chine continue d'acheter du métal jaune par camion et que finalement l'or est à 4137 et que 4137, la dernière fois qu'on y était, c'était le 14 octobre. Et là, on parlait encore qu'on allait à 5000 pour Noël. Et puis, il y a aussi le levier qui commence à friser l'overdose. La margin debt américaine a atteint 1100 milliards de dollars. Record absolu. Les ETF à levier poussent comme des champignons. 200 nouveaux ETF à levier cette année. Et aujourd'hui, ils représentent 20% du marché des ETF. Tout le monde joue full risque, en espérant que Powell baisse les taux avant que ça nous pète à la figure. Aujourd'hui, on ne se contente plus d'investir le fonds de pension en actions, on emprunte de l'argent pour acheter encore plus d'actions, et tant que ça monte, ça rigole. Ça se compliquera certainement le jour où ça baisse, et ça risque de se compliquer très vite à ce moment-là. On trade la peur avec effet de levier, la cupidité avec effet de levier, et les mêmes stocks avec effet de levier. Greed is good. La France a été downgradée par S&P, elle a perdu son double A. Hier soir, Moody's n'a pas downgradé la France, mais ils l'ont mis sur perspective négative. Pendant ce temps-là, l'Italie a été upgradée, la France vient de perdre son double A pendant que l'Italie gagne une note. On atteint des niveaux d'absurdité géopolitique qui dépassent ce qu'on a connu jusque-là. L'Hexagone croule sous la dette, sa politique part en flammes, et c'est devenu le cirque CNI à tel point que les investisseurs se disent finalement Rome, c'est quand même vachement plus stable. Mélanie tape des mains, Macron se ridiculise toujours un peu plus et les marchés s'en foutent parce que le CAC 40 a tout de même profité de la semaine pour battre des records historiques. Tant que la BCE tient la perfusion, jusque-là tout va bien, mais le symbole est très fort, le cœur de l'Europe est devenu le maillon faible. Mais heureusement parce que LVMH, Total et Kering tiennent la barre et ils sont tous en mode recovery. LVMH parce que la Chine revient chez Vuitton, Total parce que Trump fait péter le pétrole à la hausse en se fâchant avec Vlad l'empaleur, et Kering parce que depuis l'arrivée de Luca Di Meo, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit semble se transformer en or ou en platine, sauf Gucci qui est toujours en panne d'inspiration. Du côté des résultats, ça se passe bien, il y a à boire et à manger, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ça se passe mieux chez les vieux, comme Coca, 3M, GM, que du côté techno, où des Netflix, des Tesla, des Texas Instruments, des Dassault Systèmes, des STM, se sont globalement tous pris les pieds dans le tapis. Et puis pour terminer la semaine, on a donc eu le CPI. Alors oui, normalement, les gars du Bureau of Labor Statistics sont au chômage technique depuis le début du shutdown, mais Trump les a fait ressortir de leur canapé en pleine session de binge-watching de séries Netflix pour qu'ils viennent calculer l'inflation pour que les retraités qui sont indexés à l'inflation puissent être payés. Et c'est le seul chiffre sorti du blackout de Washington. Les prix montent de 0,3% sur le mois, 3% sur un an, un peu moins que prévu. Même chose pour le core CPI, hors énergie alimentation, plus 0,2% sur le mois, plus 3% sur un an. Bref, ça baisse pas vraiment, mais surtout ça monte pas. C'est surtout moins pire. Tout va bien, tout va super bien. L'essence prend 4,1%, principal moteur de la hausse. La nourriture, plus 0,2% sur le mois, mais plus 5% sur tout ce qui est protéines et boissons, avec une explosion notable du côté de la viande. D'ailleurs, Trump est en train de s'en mêler, on en reparlera la semaine prochaine. Logement, plus 0,2% en mensuel, plus 3,6% sur l'année. Un vrai signe d'accalmie, et ça, c'est la vraie bonne nouvelle du CPI. Et du côté techno, smartphone, on baisse de 2,2% sur le mois, moins 15 sur un an. L'inflation numérique fait baisser la moyenne. Les marchés adorent, actions en hausse, taux en baisse, tout le monde anticipe une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine, comme d'habitude, et puis une autre en décembre, comme d'habitude également. Trump s'en réjouit, pour lui l'inflation n'est plus un problème, et Powell doit couper plus vite, plus fort, plus brutalement. Powell, lui, garde sa ligne pour le moment, il veut protéger l'emploi, sans rallumer l'inflation sur les prix, bien sûr. En résumé, l'inflation est contenue, la Fed est sous pression, l'économie est suspendue au shutdown. Un seul chiffre, mais tout le monde en dépend, et tout le monde l'interprète
dans tous les sens, surtout à son avantage. En résumé, l'inflation nous dit ce qu'on savait déjà, et les taux vont pouvoir baisser, et rien qu'à l'idée de répéter ça en boucle encore et encore, eh ben ça suffit à faire monter les marchés. On se base sur un chiffre publié par une équipe de bras cassés, qui sont faux depuis 3-4 ans sur l'ensemble des chiffres qu'ils publient, mais cette fois, c'est sûr, c'est pour de vrai, c'est du solide. Le CPI, c'est moins pire. En Suisse, le commerce extérieur suisse s'est contracté au 3e trimestre. Les exportations ont reculé plus vite que les importations, notamment vers les États-Unis où la baisse s'est poursuivie. Malgré ça, le solde commercial reste positif, y compris vis-à-vis des States, preuve que la balance reste quand même solide. Aucun chiffre officiel d'inflation suisse n'a été publié cette semaine. L'attention s'est surtout concentrée sur les résultats des grandes entreprises comme baromètre indirect de la santé économique helvétique. Grandes entreprises qui commencent à publier, entre autres, avec Roche cette semaine. Le franc suisse reste fort, ce qui pèse sur les exportations horlogères, notamment vers les États-Unis, où la demande semble ralentir. Le recul des exportations horlogères reflète une baisse de la demande étrangère et une perte de compétitivité liée au change. Et pendant ce temps, le SMI n'a strictement rien foutu. Si on regarde les performances de la semaine, alors on voit tout de suite le pétrole qui rebondit de 6,88%. Merci Donald Trump qui se fâche avec la Russie. Le Bitcoin remonte aussi, des gorges de l'enfer, plus 4%. Ça c'est surtout dû au pardon de Trump vis-à-vis du patron de Binance. Hang Seng, Nikkei, le FTSE, le Philadelphia Semiconductor, tout le monde est en hausse. Alors l'Asie, enfin surtout le Japon, c'est à cause de leur nouvelle première ministre. On a déjà largement parlé cette semaine. Et puis le reste, Nasdaq, ça remonte, Dow Jones, ça remonte, je vous le dis, tout ça est au plus haut de tous les temps. En Italie, plus 1,74% sur la semaine, le DAX plus 1,72%, et le CAC plus 0,63%, mais le CAC a quand même notablement battu un record historique cette semaine, et le SMI, lui, il baisse de 0,65%. On peut accrocher ça sur le revers de la veste du bon rush, qui a tiré tout le monde en bas. Le Dow Jones des transports est en baisse de 1,41%. Attention, c'est une divergence, parce que quand vous avez le Dow Jones normal qui bat des records et l'autre qui est en baisse, c'est qu'il y a un signe qu'il y a un truc qui est en train de craquer quelque part. Attention quand même. L'or baisse de 1,79% sur la semaine. On connaît l'histoire, on a déjà largement abordé le sujet. Et aussi prise de profit également sur l'argent. Sur le SMI, alors le champion de la semaine, c'est Lonza qui prend 7%. On va en reparler. Et le loser de la semaine, c'est Roche qui perd 5%. Aidé par Nestlé qui perd aussi 3,73%. La raison, faut pas la chercher très très loin. Vu la hausse de la semaine dernière, eh bien, il y a eu quelques prises de profit sur le champion de la bouffe en Suisse. Pour le reste, c'est au milieu de nulle part, avec pas grand chose à raconter. Techniquement, si on regarde le SMI que vous voyez, alors pas grand chose de changé, mais regardez quand même juste une chose. Si vous regardez les 5 dernières bougies, les 5 dernières candles qu'on voit, qu'on peut retrouver jusque là, je crois que c'est 100 points de range sur le SMI, quoi. Tout est dit. Allez, on va parler vulgairement. On s'emmerde, mais à un niveau hallucinant sur l'indice suisse. Vraiment pas grand-chose à dire. À très court terme, on a toujours notre support qui passe par les 12 000. Et puis, on a un gap qu'on peut aller combler techniquement pour aller chercher la moyenne mobile des 50 jours qui nous ramènerait plutôt en dessous des 12 100 à surveiller. C'est un petit danger. On n'aime pas laisser des gaps derrière. Mais bon, pour l'instant, on l'a fait même 2 fois sur le SMI. Vous voyez, il y en a un là et un là. Bon, attention, personnellement, je préférais qu'on les boucle d'abord en faisant ça et ensuite qu'on puisse repartir à la hausse. Mais pour l'instant, l'enthousiasme sur le marché suisse est clairement extrêmement modéré. Au niveau des records, vous voyez le S&P 500, donc beaucoup de volatilité depuis 2 semaines, mais finalement à la fin, on finit quand même par aller en haut. Donc les craintes de tension douanière avec la Chine, qui se résument avec cet immense candlestick il y a 2 semaines en arrière, ont été effacées en quelques jours. Et puis depuis le début de la semaine, eh bien on ne fait que de consolider pour essayer d'aller casser ce qu'on a fait en fin de semaine. Et donc on termine au plus haut de tous les temps à quelques encablures des 6800 sur le S&P 500. Et quand on voit la tendance de fond qu'on a sur le S&P en ce moment, la très juste citation qu'on connaît en bourse qui dit la tendance est ton ami, eh bien clairement pour l'instant, il n'y a rien d'autre à ajouter que ça. Nasdaq, exactement la même chose. Alors là, on a un petit canal qu'on peut dessiner. Alors on va dire qu'on a une résistance qui va se retrouver quelque part autour des 26 000 sur le Nasdaq et un support qu'on retrouve autour des 24 800 sur le Nasdaq. Mais voilà, même chose, même discussion, clôture au plus haut de tous les temps sur le Nasdaq 100. Tout va bien. La semaine prochaine, les publications des magnifiques
Magnificent Seven, ex-Tesla, puisque c'est déjà fait. Et autrement, on aura Nvidia qui viendra en novembre. Donc on en a 5 qui publieront la semaine prochaine, qui sont susceptibles de faire bouger l'indice. On verra comment ça va se passer, mais ce sera un des gros morceaux de la semaine à venir. Le SOX qui est aussi au plus haut de tous les temps, malgré les chiffres dégueulasses de malgré la baisse de Texas Instruments, le reste compense largement et les gros noms des semi-conducteurs, eux, ne baissent pas, puisqu'on a des très bons chiffres sur Intel, que finalement AMD et Nvidia ne baissent pas. Donc vous avez tout ça ensemble, vous avez un SOX qui est au plus haut de tous les temps, à 6976, on a quelques centimètres et des 7000 sur le SOX. Alors c'est quand même assez hallucinant, parce que si vous regardez là où nous étions au mois d'avril, vous voyez, on était à 3360, on a tout simplement doublé sur le secteur des semi-conducteurs depuis le mois d'avril. Le mois d'avril, c'était pas il y a 4 ans en arrière, c'était il y a moins de 6 mois en arrière. La France termine quasiment au plus haut de tous les temps, vous voyez. Alors, on a touché les plus hauts durant la semaine, hein. On termine pas au plus haut parce qu'on est à 8225 en clôture. Les plus hauts historiques sont donc affichés dorénavant à 8270, grosso modo sur le CAC 40. Donc, très très bonne performance du CAC l'un dans l'autre. On a été chercher les plus hauts de tous les temps. Et l'indice était en retard par rapport aux autres indices européens. Donc, il y a un effet de rattrapage. Il faut pas mettre ça sur le compte du gouvernement Le Cornu, même si aujourd'hui on se dit que les investisseurs se disent oui, c'est moins pire. C'est de la daube quand même, mais c'est de la daube qui ont l'air d'être un petit peu moins pire et qui calme le jeu pour l'instant. Mais à côté du reste, il faut quand même saluer les excellentes performances de LVMH, de Kering, de Total, qui eux font avancer le CAC 40 et pas à cause de la politique française. Donc voilà, très bonne semaine pour un indice et pour un pays qui finalement a été downgradé et mis de côté par tout le monde au niveau de la dette. Le DAX ne fait strictement rien, un peu à l'image du SMI. On a l'air d'être tétanisé par ce que Trump pourrait nous faire en dehors des heures d'ouverture. Donc personne ne fait rien sur le DAX pour l'instant. Il y a eu quelques secousses au niveau de l'armement ces derniers temps parce qu'on dit « Ouh, mais si la paix est signée ». Pour l'instant, c'est pas vraiment signé en Ukraine. Et puis sur Gaza et Israël, pour l'instant, ça tient, mais ça a l'air d'être quand même vachement faiblard. Donc l'un dans l'autre, le DAX ne fait pas grand-chose, c'est super calme et on attend d'y voir un peu plus clair. Si quelqu'un a une lampe de poche pour nous éclairer dans la nuit, ce serait pas mal. L'or, on a largement abordé le sujet de la chute de ce début de semaine. Donc on a été chercher les plus hauts et puis derrière on s'est retourné. La raison principale de ce renversement, c'est le renforcement du dollar. On en a largement assez parlé. On a été les faire les plus bas sur les 4000 et depuis 3 jours, on consolide au niveau des 4100 sur l'or. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours les Chinois qui en achètent encore. Et puis, il faut relativiser les choses parce que finalement, on dit « Oh mon Dieu, on a beaucoup baissé ». Oui, sauf que ce matin, on est au même niveau que le 14 octobre. Le 14 octobre, pour mémoire, c'était il y a 11 jours, donc c'est pas non plus à la fin du monde sur l'or. Le pétrole, alors là, c'est les histoires entre les Américains et les Russes qui font monter la mayonnaise. Les Américains ont sanctionné Rosneft et Lukoil. La pression est mise sur la Russie de nouveau, donc du coup, il y aura moins de production pétrolière, donc c'est QFD. Le pétrole remonte. On est revenu dans notre canal latéral qu'on avait quitté il y a 2 semaines et demie en arrière. Donc pour l'instant, tant qu'on reste dedans, on peut espérer qu'on ait un petit développement à la hausse, mais vous voyez déjà que le fait d'avoir rencontré la moyenne mobile des 50 jours sur le pétrole a déjà fait renverser le baril durant la fin de journée hier. Affaire à suivre ces prochains temps. Trump est en balade en Asie, donc on risque d'avoir beaucoup de choses qui vont nous tomber dessus au niveau du baril et au niveau de tous les tweets et tous les Truth Social Posts qu'on va avoir ces prochains temps. Donc accrochez vos ceintures, ça risque de bouger encore. Pour ce qui est des vedettes de la semaine, eh bien évidemment, Roche a publié ses résultats et a relevé ses ambitions de rentabilité et promis plus d'argent aux actionnaires, mais le marché n'a pas été impressionné du tout parce que les ventes du 3e trimestre atteignent 14,9 milliards de francs, soit 45,8 milliards sur 9 mois, en hausse de 2%, mais en dessous des attentes. La pharma résiste bien, plus 3,8%, tandis que le diagnostic recule de 3,9% à cause de la Chine. Le franc a pesé très lourd, moins 2,1 milliards de chiffre d'affaires et moins 5 points de croissance. Roche voit tout de même son bénéfice ajusté progresser 10%. Et l'érosion due au générique sera moins forte qu'anticipé, 800 millions au lieu de 1,2 milliard qui était attendu à la base. Thomas Schinecker promet une croissance soutenue dès 2026,
mais pour les analystes, c'est mieux sans être bien. Résultat, Roche avec une sale semaine et les analyses sont extrêmement dubitatifs. Voilà, ça se passe de commentaires. Merci à la moyenne mobile des 50 jours qui fait office de support sur le bon Roche. Pour l'instant, ça tient, mais vous voyez que les résultats n'ont pas été appréciés du tout, puisqu'on était au-dessus des 280 juste avant, et on termine la semaine à 271,20. Donc, sale semaine sur Roche qui revient de nouveau dans son canal latéral. Ce fameux canal latéral qu'on a depuis un bon moment, depuis avril. Vous voyez qu'on a déjà tenté de sortir, on n'a pas réussi, on est revenu dedans, on a cassé finalement, on a accéléré avec les bonnes nouvelles, entre guillemets, sur les négociations pharma avec Trump, et puis on revient dessus, et là on casse à cause des résultats. Donc ces prochains jours seront importants. Ce qui rassure, c'est que finalement les indicateurs techniques sont relativement faibles. Là, on peut espérer qu'on ait une petite reconstruction ces prochains jours, mais ça dépendra bien sûr de l'état de santé des marchés en général, du SMI en particulier, mais aussi de tout ce qui va nous tomber dessus durant la semaine à venir. Lonza a confirmé sa grande forme au troisième trimestre. Son activité principale de sous-traitance pharmaceutique reste solide, avec un second semestre meilleur que le premier et une marge EBITDA attendue entre 30 et 31%. Le groupe table sur une croissance de 20 à 21% à taux de change constant, malgré un impact négatif du dollar. Le segment qu'ils veulent vendre, l'encapsulage et ingrédients de santé, a lui aussi retrouvé la croissance, portée par la demande en gélules pharmaceutiques, surtout aux États-Unis. La division biotech cartonne, notamment grâce au site californien de Vacaville, qui a été racheté à Roche, qui devrait générer près d'un demi-milliard de francs de revenus. Donc vous voyez sur le graphique, c'est exactement la semaine inverse de Roche, si on regarde un peu la configuration. Faut le dire vite, je suis d'accord, mais quand même, on voit que Lonza est bien remonté là aussi. Alors là aussi, on a une tendance qui est une tendance relativement baissière, et là, on est en train d'en sortir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, quand on voit les commentaires du management, quand on voit tout ce qui est sorti cette semaine, c'est plutôt positif, et on espère qu'ils vont pouvoir continuer à consolider au-dessus de cette tendance baissière, et pour pouvoir repartir en direction des 600-620 francs suisses ces prochains temps. En tout cas, c'était une très belle semaine sur Lonza. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça comme ça, enfin depuis le mois d'avril, grosso modo. Galderma s'est offert des injections de Botox pour la semaine. À voir la qualité des chiffres trimestriels, on dirait qu'ils ont fait les mêmes injections que Tom Cruise, et la forme est resplendissante. Jeudi matin, le titre s'est envolé de près de 6%, propulsé par des résultats au-dessus des attentes et un relèvement de leurs prévisions pour 2025. Le groupe Zhugua cartonne sur ses deux moteurs, à savoir les produits injectables anti-rides et son nouveau traitement, le Nemluvio, contre la dermatite atopique. Entre janvier et septembre, les ventes ont grimpé de 15% à taux de change constant à 3,74 milliards de dollars, mieux que les 3,69 milliards attendus. Galderma vise désormais plus 17 à 17,7% de croissance et une marge EBITDA autour des 23,5%. Les analystes ont salué la performance. Bref, Galderma a fait peau neuve et le marché adore. Vous voyez le graphique, c'est de l'euphorie, c'est juste spectaculaire. Donc là, pour l'instant, on est en train de retester les plus hauts historiques. Affaire à suivre ces prochains temps. Alors, très très belle séance l'autre jour, mais vous voyez qu'il y a eu quand même pas mal de prises de bénéfices dans la foulée. La moyenne mobile de 200 jours fait effet de support pour l'instant. On verra, le prochain move, il faudra aller casser les 150 francs suisses pour espérer ouvrir un nouveau chapitre dans la performance technique de Galderma. Sonova continue de jouer dans la cour des innovateurs et pas qu'un peu. Le groupe Zuricho a présenté Infinio Ultra, la nouvelle génération de sa technologie auditive à base d'IA, propulsée par sa puce maison, la Deep Sonic, une bestiole qui est dotée de 4,5 millions de connexions neuronales entraînées sur 22 millions de scènes sonores. En clair, la prothèse entend presque comme un cerveau humain. Cette IA se contente pas d'amplifier le son, elle reconnaît la parole au milieu du bruit, s'adapte à chaque environnement et se connecte à 8 appareils Bluetooth à la fois avec 2 connexions actives. Côté confort, Sonova a introduit le système EasyGuard qui supprime le changement de filtre à cérumen et réduit les passages en maintenance de 38%. Ouais, j'avoue que je comprends pas tout ce que je dis, mais par contre, niveau autonomie, la Spheric Speech Clarity 2.0 garantit une journée complète sur une seule charge, même dans un open space digne d'un chantier naval. Bref, Sonova met l'IA dans vos oreilles et transforme l'aide auditive en objet intelligent, plus propre, plus pratique et plus humain. On dirait que je suis en train de faire de la publicité. C'est un iPhone dans vos oreilles, mais ça ne fait pas non plus le café. Alors, vous voyez que l'annonce a fait bouger un peu le titre à la hausse. On revient au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours.
Et si les choses commencent à bouger, on a un sacré bout de chemin à refaire. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on a complètement fait le bottom, mais je pense que l'un dans l'autre, si on revient sur les 215, on pourra commencer peut-être à se repositionner pour jouer un turnaround situation pour ces prochains mois, mais c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire, mais à garder sur les écrans radars à mon sens. Si accélération il y a, on aura besoin d'une confirmation au-dessus des 245. Mais s'il y a un petit peu de repli, je me repositionnerai volontiers pour jouer ce support dans cette zone-là, aller autour des 220. Et puis si ça casse, on se coupera. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il y a quelque chose à jouer à la hausse. Schindler a signé des résultats solides, mais le marché est resté bloqué au rez-de-chaussée. Sur 9 mois, le groupe lucernois affiche 8,1 milliards de chiffre d'affaires, plus 0,8%, un EBIT d'1 milliard et une marge de 12,5% en légère hausse. Les commandes progressent à 8,5 milliards, mais les ventes sont un peu en dessous des attentes. Pour 2025, la marge visée passe de 12,5 avec un objectif de 13 à moyen terme. En parallèle, Schindler a supprimé 1200 jobs, surtout en Chine, où le marché des nouvelles installations reste faible. Marché immobilier tout pourri oblige. Les droits de douane américains pourraient lui coûter jusqu'à 72 millions, mais la direction assure pouvoir compenser via des ajustements de prix. En gros, c'est les clients qui vont payer à la fin. Les analystes saluent la résilience et la progression des marges, mais la bourse a dit non, on n'est pas super emballé. Et le titre s'est fait exploser vendredi en fin de semaine. De bons chiffres, mais pas de quoi faire grimper l'ascenseur au rideau. Voilà, vous voyez la mauvaise journée de Schindler qui s'est bien fait secouer en fin de semaine. On va dire que pour l'instant, on est dans une tendance latérale qu'on n'arrive pas à quitter depuis cette hausse qu'on a eue au cours du mois de mai. Alors vous voyez qu'on a vraiment ce canal latéral, on est revenu sur les bas du canal latéral. Quand on regarde ça et quand on voit la claque qu'elle a pris durant la semaine, j'ai envie de dire que se repositionner à 280 pour jouer ce range pendant quelques temps, il y a peut-être quelque chose à jouer sur Schindler. Il faudrait bien évidemment pas qu'on casse les 279 et qu'on ait commencé à construire quelque chose dans cette zone-là, mais l'un dans l'autre, par rapport aux chiffres au niveau fondamentaux, ça me paraît quand même difficile de justifier une baisse plus longue sur le titre ces prochains temps. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Holcim met la main sur Xella, le spécialiste allemand des solutions murales, pour 1,85 milliard d'euros, une acquisition stratégique qui renforce encore sa position en Europe. Arista publie ses résultats trimestriels, chiffre d'affaires stable, croissance en berne, mais les objectifs sont confirmés. Le groupe annonce des suppressions d'emplois, dont une trentaine en Suisse. Chez Pyrer Mobility, la filiale KTM, on a bouclé la vente de la division voitures de sport à un consortium d'investisseurs belges. Roche a obtenu le feu vert de la FDA pour son traitement, le Gazivaro contre le lupus néphrétique. Novartis inaugure une nouvelle ligne de culture cellulaire en Autriche dans le cadre d'un plan d'investissement de 500 millions d'euros. Le groupe annonce aussi le succès d'une étude clinique avancée sur son traitement du Cosentyx et confirme son offre sur Tourmaline Bio. AMS Osram profite de nouvelles rumeurs autour d'un partenariat avec Meta, pendant que Montana Aerospace bénéficie d'une recommandation à l'achat de la ZKB. Cosmo Pharmaceutical décroche le feu vert européen pour sa crème anti-acné Winlevi. Chez Uber Sooner, le carnet de commandes est plein à craquer, ce qui laisse espérer un vrai retour de la dynamique des ventes. Ritter revoit son chiffre d'affaires à la baisse, la tendance reste négative. uBlocks améliore sa rentabilité et reste dans le rouge, mais garde confiance pour la Suisse. Doc Morris lève près de 50 millions via une obligation convertible pour refinancer un emprunt arrivant à échéance. Stadler Rail décroche un contrat avec les transports Montreux-Vevey-Riviera pour moderniser la ligne jusqu'au Rocher de Ney. SGS publie des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, confirmant sa trajectoire solide. Galenica dépasse les 3 milliards de chiffre d'affaires sur 9 mois et revoit ses ambitions à la hausse après le rachat de Labor Team. Kuehne+Nagel voit son chiffre d'affaires baisser, plombé par les effets de change et la surcapacité du marché. Le groupe prépare des mesures de redressement. Et Sika lance un vaste plan de restructuration avec 1500 postes supprimés dans le monde, notamment en Chine. UBS annonce des changements à sa direction avec le départ du vice-président Lucas Gayviller, remplacé par Marcus Rohner. La Banque cantonale de Lucerne renforce ses recettes et sa rentabilité malgré la pression sur les taux. Et pour terminer ce en vrac, BB Biotech repasse dans le vert avec un bénéfice de 448 millions sur le trimestre. Bref, on finit cette semaine comme on l'a commencé, dans le déni, mais on est heureux au plus haut de tous les temps aux États-Unis. Les marchés battent des records, tout le monde fait semblant que le shutdown, la dette et Trump de X-Factor ne sont
attendant que des détails techniques, l'or se replie, les taux vont baisser, les investisseurs se gavent de levier et Powell regarde tout ça avec un calme olympien avant son grand show de mercredi soir devant 8 milliards de téléspectateurs. C'est beau, c'est absurde, c'est délirant, c'est Wall Street en 2025, un monde où moins pire c'est devenu synonyme de tout va bien. Et la semaine prochaine, on passe à la vitesse supérieure, on aura la Fed mercredi, Powell qui va encore nous expliquer qu'il observe les données avant de baisser les taux. Oui, parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, il va baisser les taux. Reste à voir si le marché, lui, il va monter là-dessus. On aura aussi un grand meeting Trump-Xi, la rencontre du siècle entre le vendeur de casquettes et le roi du silence stratégique. Et si tout va bien, après ça, ils seront best friends forever, pour autant que Trump ne change pas 4 fois d'avis d'ici le 30 octobre. Et puis surtout, c'est la semaine des résultats des Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, bref, les dieux de la tech vont rendre leur verdict et derrière eux, une montagne de publications prêtes à secouer le marché comme un shaker de vodka martini. I'll have a vodka martini, shaken, not stirred. Okay. Poured down my trousers, down my thighs, squeeze it all out of my socks into a sippy cup, and then I'd like to watch you drink it. Autrement dit, la semaine prochaine, ça va être un festival de chiffres, d'ego et de taux d'intérêt. En attendant, profitez un peu du week-end parce que ça pourrait secouer dans les jours qui viennent. Alors, on s'abonne à la chaîne Swissquote en français, on like, on commente et on partage. Et puis, on se voit lundi matin dans un nouveau Morning Bull Live pour commenter le dernier tweet à la mode qui sera certainement sorti ce week-end. Excellente journée et week-end à tous. Bye bye! Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.